Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 2 novembre. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invité Marc Brincourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur photo, on va dire directeur artistique des hors-séries de Paris Match. On voulait vous recevoir ce matin à l'occasion de la parution d'un hors-série exceptionnel, Les femmes du clan Paris Match, 60 ans du après. Clan Kennedy. Du clan Paris Match, oui c'est un clan aussi. Hein. Marc Brincourt, vous y êtes Elles depuis. sont aussi formidables. Voilà, et les femmes de Paris Match, non, c'est les femmes du clan Kennedy, 60 ans après l'assassinat de JFK. Effectivement, quand on réalise qu'il y a bientôt 60 ans que le président américain a été assassiné, c'est vertigineux. Et vous avez voulu revenir sur ces femmes qui ont eu chacune leur importance dans ce clan, qui ont joué des rôles clés. On va y revenir dans un instant. On commence tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. BFM était sur le pont, Valérie, hier soir. Tous les envoyés spéciaux étaient en Bretagne avec plein d'embruns sur la vareuse. Ça a donc soufflé fort et ce matin, BFM faisait le tour des dégâts matériels. La grue, elle est tombée. Une structure de plusieurs dizaines de mètres, renversée par le vent. J'ai entendu un gros boom, la grue, elle est tombée. Incroyable. Cette grue se trouve à Brest, sur la pointe bretonne. Ici, les arbres tombent, un à un. Il tourne. Les installations électriques provoquent des étincelles. Ça prend en feu. Et parfois, des phénomènes de power flash ou arc électrique dus à des ruptures de lignes. Au Guilvinec, le vent est tel qu'il est difficile de marcher. Alors moi je me souviens des photos de la tempête, vous savez, de Versailles, tous les arbres. Il y avait des photos incroyables dans Paris Match, Marc Brincourt. Oui, bien sûr. Il y avait des photos incroyables et évidemment toutes nos équipes sont sur place actuellement et on va recevoir. On reçoit déjà des dizaines et des dizaines d'images très spectaculaires. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes à Match, Marc Brincourt ? 40 ans. 40 ans. Voilà, j'ai 40 ans à la direction du service photo. Ouais. Maintenant, je m'occupe surtout des hors-séries, des expositions photos et des conférences et des livres photos. Oui, vous avez été grand reporter, vous avez suivi un certain nombre d'événements, évidemment, tout au long de cette carrière. Et on peut dire que les archives de Paris Match sont certainement parmi les plus riches en images. Comment c'est classé, justement? Enfin, avec le numérique, ça a dû beaucoup évoluer. Ça a beaucoup évolué, mais on a cette chance et surtout l'intelligence d'avoir gardé les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, on est passé à l'ère numérique après les attentats de New York, c'est le World Trade Center. Ouais. Et c'est vrai que la tentation, c'est de numériser, et puis après, on prend toutes ces photos et on les stocke quelque part. Nous, à Match, on a 15 millions de photos. Donc, comme vous dites, ça fait partie des très très belles archives mondiales qui sont vraiment le témoin de notre temps. Elles sont classées. Alors, il y a le numérique et puis il y a les boîtes. Donc, c'est toujours à l'ancienne méthode, c'est-à-dire avec des boîtes, des boîtes qui sont de couleur jaune, marquées à la main. Tout est classé par thématique et à l'intérieur de ces thématiques, c'est chronologique. Donc vous avez les personnages, les thématiques, les pays, les grandes personnalités de l'époque et tout. Voilà, tout ça est classé dans des boîtes sous forme de négatifs, diapositives et tirages. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir. Je pense que on peut dire que ça fait partie du patrimoine photographique. Et la plus vieille photo que vous avez, quelle est la première, la plus ancienne? Alors, elles sont très anciennes. Alors, évidemment, Match est né en 1949. D'ailleurs, on va fêter nos 75 ans en 2024. La photo ne commence pas en 1949, date de la naissance de Match. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a collectionné, on a engrangé des photos. Donc, je pense que les plus vieilles photos dans nos archives, c'est la création de la photo, c'est par Nadar, on a même des photos après de la guerre de sécession. Enfin, on remonte le temps jusqu'à la naissance de la photographie. Incroyable. Alors, les photos de la guerre de sécession, vous imaginez? On continue. On continue. Hier, le politologue Frédéric Ancel était l'invité de C'est à vous. Il a raconté que l'antisémitisme était une plaie mondiale, et ce depuis longtemps.
Malheureusement, l'antisémitisme est une plaie universelle. Parfois, il est exprimé dans des pays où il n'y a jamais eu de juifs, comme au Japon. L'extrême droite japonaise est antisémite. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup rencontré de juifs dans leur vie au Japon. J'en ai croisé aussi dans l'Afrique des Grands Lacs. Les gens n'avaient jamais vu de juifs. Mais ils avaient suivi malheureusement des gens ou des discours instrumentalisant en général la cause palestinienne et qui stigmatisaient les juifs comme étant... Alors, c'est toujours pareil. Vous avez plusieurs possibilités pour exprimer votre antisémitisme. Soit l'antisémitisme de droite, qui considère que c'est de la faute des juifs le marxisme, l'antisémitisme de gauche qui considère que les juifs c'est Rothschild, etc. La rumeur, puisque quand on n'a jamais rencontré de juifs, ça ne peut être que la rumeur. Une nouvelle mode, Valérie, vous allez adorer. Écoutez bien ce que je vais vous faire entendre, une nouvelle mode chez nos amis influenceurs qui ont désormais du mal à nous refourguer des produits dangereux et interdits. On a cassé un peu leur business. Alors ils ont trouvé un nouveau moyen de payer leurs lèvres refaites. Elles se font payer pour trouver le prénom de votre bébé. Et, et c'est un business florissant. Écoutez, c'était sur BFM. Des parents américains payent des influenceurs pour trouver un prénom pour leur futur bébé. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses nommeuses d'enfants professionnels proposent leurs services. Eloise, Maeve, Ophelia, Harper. Harper is a huge one. Le hashtag Babyname Consultant, qui peut se traduire par consultant en nom de bébé, culmine carrément à plus de 206 millions de vues sur TikTok. Et les demandes personnalisées ne sont pas gratuites. L'influenceuse Heidi Prunkel propose par exemple ses services pour un peu plus de 55 €. Taylor Humphrey, elle, prépare pour ses clients une liste de 15 noms sélectionnés en fonction de leur réponse à un questionnaire. Le prix de ce service, un peu moins de 330 €. Mais pour les futurs parents qui sont prêts à mettre entre 1500 et 30 000 $, il est possible d'obtenir des consultations plus longues, mais aussi des recherches généalogiques pour affiner la décision de l'experte. 1 000 $ pour qu'une influenceuse, vous dites, c'est huge one, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Chez les fous. C'est dingue. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc ? Ouais, tout est possible, dans ce monde-là. C'est vrai que, en plus, c'est tellement sympa moi, j'ai deux enfants, j'ai 2 filles. J'irais presque la cérémonie de trouver le prénom de son propre enfant, c'est tellement merveilleux que d'aller chercher une influenceuse qui va vous balancer des noms, en plus qui va vous faire payer pour ça. Je trouve ça absolument dément, quoi. Est-ce que les photos avec les portables et tout ça vous ont volé du boulot ou pas du tout parce que la qualité est mauvaise et qu'ils savent pas prendre des photos? Ou quand même, chez Paris Match, vous achetez des photos d'amateurs? Alors oui, bien sûr, on achète des photos d'amateurs, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, les amateurs. L'amateur a ce don, a ce talent d'être là avant tout le monde. Je vous prends juste un exemple, par exemple l'histoire du tsunami en Indonésie. Le premier numéro de Paris Match, où on a consacré, je crois, à peu près 40 pages, a été exclusivement, dont la couverture, des photos prises par les amateurs, parce qu'ils sont là avant les pros, avant tout le monde. Alors que c'est souvent un one shot, c'est mal cadré, quelquefois c'est un peu flou, mais c'est le document. Je prendrai une autre photo, par exemple, le Concorde qui décolle en feu de Roissy qui va se cracher après à Gonesse. Il y avait un touriste japonais, comme tout bon touriste japonais, il avait son appareil photo sur les genoux et il a fait à travers le hublot parce qu'il y avait un 747 qui était en bout de piste et il a fait cette photo incroyable du Concorde de 3/4 face qui décolle avec les moteurs en feu. Donc ça a toujours existé dès les premiers numéros de Paris Match. Ensuite, il y a là c'est quelque chose de plus gênant, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est Instagram, c'est Facebook. Moi je passe pas mon temps, mais souvent ce qui me rend dingue, on n'y peut rien. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire une capture d'écran sur son téléphone, va le mettre après sur son compte. Souvent, à 90%, les photos qui sont prises, que j'allais dire volées, mais enfin disons capturées sur le site Paris Match, par exemple, ou sur les autres, ils ne citent pas le photographe. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est vraiment pas bien, quoi. Je veux dire que déjà le photographe voit sa photo partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Déjà, il va pas toucher un sou. On connaît l'état précaire des photographes dans le monde. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué parce qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent. En plus, ils se font voler leurs photos et ils sont pas cités. Après, il y a ce qu'on appelle l'exclusivité. Quand Match achète une photo à quelqu'un, un photographe professionnel, c'est vrai que cette photo, le lecteur de Match, si vous voulez,
le lecteur de match veut cette photo, il achète son journal, il veut que cette photo soit exclusive. Voilà. Il y a un petit chien aussi qui... Mais cette photo, 5 minutes après, une fois qu'elle est parue, elle est sur tous les réseaux sociaux et elle fait le tour du monde. Je n'avais pas pensé à ça. Donc c'est incroyable. Ça a du bien, mais ça a aussi pas mal de mauvais. Là, je parle plus pour les photographes. Pour les photographes. Et puis, il y a maintenant les stars qui se photographient elles-mêmes et qui mettent leur vie privée sur les réseaux et qui coupent un peu l'herbe sur le pied, pour le coup, là, des paparazzis. C'est vrai que quelquefois, même à match, on se sert de ces photos parce qu'on peut les prendre. Évidemment, on cite les crédits. Source, mais c'est vrai que il y avait cette magie. Vous savez, à match, on avait ces photos de stars. D'ailleurs, il y en a aussi dans leur série sur Kennedy, des photos qui sont faites par des photographes professionnels, des rendez-vous chez les stars, chez Belmondo, chez Delon, chez Bardot. Et puis, tout d'un coup, alors souvent d'ailleurs, ces stars souvent critiquent le côté moi je veux pas faire du people. Pour moi, je fais de la promo. Vous verrez pas mes enfants. Et puis d'un coup, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Vous direz, c'est leur choix personnel, mais c'est vrai que tout ça, en mélangeant un peu tout ça, c'est un peu bizarre, quoi. Alors Gilles, on continue. On finit en musique, Valérie, comme d'habitude. Ce soir sur M6, c'est le retour de la banque du Morning Live, emmené par Michael Youn. Et comme c'est à 21h, ça devient le Morning Night. C'est le 3e ou 4e numéro. Et ces comparses ont chanté une chanson. Vous savez, ils ont reformé les Bratislava Boys et ils ont repris une version My Way. Je suis pas sûr que ça soit des vraies paroles russes. Miam de sandwich zlotia tramway Batrosh Anis Davis Dakar. Allez, on se retrouve. Ça finit par Kawaii, au lieu de My Way. On se retrouve dans un instant avec Marc Brincourt, directeur photo des hors-séries de Paris Match, pour parler de ce hors-série Les femmes du clan Kennedy. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansma, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marc Brincourt, directeur photo des hors-séries de Paris Match. La mémoire, peut-on dire aussi, Marc Brincourt, la mémoire des archives photos de match, puisque depuis 40 ans, vous travaillez pour Paris Match. Et ce hors-série, Les femmes du clan Kennedy, est tout à fait remarquable et passionnant. Cette famille qui a passionné l'Amérique, qui a passionné le monde. 60 ans déjà, c'est ce que je me disais ce matin, 60 ans l'assassinat de JFK, et cet angle des femmes est assez intéressant et original, parce qu'on se rend compte le poids qu'elles ont eu. Comment c'est ce qui a prédestiné à ce hors-série. Oui, tout à fait. C'est les 60 ans. Bon, il y a pas mal d'articles qui vont, et même d'autres hors-séries qui vont traiter cet événement. Nous, à Match, les Kennedy, c'est une histoire d'amour. C'est une grande histoire. Depuis l'accession à la présidence et surtout à la naissance de ce couple mythique de Jacqueline Bouvier qui a épousé John Kennedy, ça a été quelque chose pour nous. C'est un grand feuilleton, c'est une grande histoire parce que c'est une destinée incroyable. Donc, on cherchait une idée pour revenir. On avait fait les 50 ans de l'assassinat de John Kennedy. On a cherché une idée, puis tout d'un coup, on a pensé que il y a aussi quelque chose de très important dans ce clan Kennedy, ce sont les femmes. Que ça soit les sœurs, que ça soit les femmes des frères, de John, de Bobby, de Ted. Elles ont eu un rôle, et surtout la mère, Rose Kennedy. Elles ont eu vraiment un rôle très très important dans cette histoire. Et c'est aussi tout est chamboulé. Je veux dire, jusqu'au Kennedy, les femmes des présidents, que ce soit aux États-Unis, je parle même pas en France, Yvonne de Gaulle, qui était quand même très effacée derrière son mari, on la voyait plus en train de l'écouter ou à travers des photos. Tricoté. Et tout d'un coup, les femmes dans le clan Kennedy viennent au premier plan et vont avoir un rôle très très important dans les carrières de leurs maris et de leurs frères, mais aussi avec du bonheur et aussi beaucoup de malheur. Beaucoup de malheur. C'est ce qui frappe dans cette famille. C'est les malheurs terribles qui les frappent.
Oui, parce que vous avez par exemple Rose, la mère de Joe, la mère de tous ses frères, a perdu quand même 4 enfants. Ouais. Elle a perdu le premier, celui qui s'appelait Joe Kennedy, qui était d'ailleurs destiné à devenir président des États-Unis, a été tué pendant la guerre dans son bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu une fille, Kathleen, qui est morte dans un accident d'avion au-dessus de la France en 1948. Il y a eu évidemment Robert Kennedy, assassiné à Los Angeles alors qu'il venait d'être vainqueur de la primaire des démocrates pour la présidentielle. Il y a eu comme ça beaucoup de drames, et puis après il y a eu d'autres drames. Puis le dernier, je dirais, le plus important, c'est le fils de John Kennedy. Le fils qui meurt en avion. John qui meurt. Voilà, avec cette femme, vous en parlez, Caroline Bessette, qui pouvait être la nouvelle Jackie et qui a eu ce destin tragique, mais qui était elle aussi une femme fascinante. Fascinant, et qu'elle est très important pour évidemment pour la carrière politique, je dirais, de John, qu'elle allait se lancer. Il avait fait du journaliste, il avait créé un magazine qui s'appelait George. Et après, tout d'un coup, poussé un peu aussi par le clan, aussi et sa volonté aussi pour aller sur les traces de son père, aller se lancer en politique. Et c'est sûr que Caroline Bessette allait jouer un rôle très très important. Et malheureusement, en 1999, il y a eu ce terrible accident d'avion. Il y avait aussi d'ailleurs la sœur de Caroline qui était dans l'avion. Comment fonctionnaient les photographes? Moi, j'ai eu la chance de connaître Beno Graziani, qui était un des grands photographes de Paris Match. Mon ami Beno Graziani. Qui m'avait raconté, en fait, qu'il suivait Jackie et Lee, sa sœur en particulier. Je me souviens de cette photo à dos d'éléphant qu'il a prise. En Inde, c'est assez incroyable. Là, je parle plus de l'aspect journalistique, d'imaginer que il les a suivis, il était proche, il avait une vraie proximité, peut-être plus, je ne sais pas, avec les sœurs Kennedy. Déjà, vous avez eu la chance de connaître Beno, qui était vraiment un homme merveilleux et un super grand journaliste. Il avait une qualité, d'abord sa gentillesse, son professionnalisme, mais surtout, il était l'ami des grands. Ouais. Il était l'ami et surtout, il avait une proximité et une amitié avec le clan Kennedy. Il a très très bien connu la sœur de Jackie, Lee Radziwill. Il a connu Jackie Kennedy, et il partait d'ailleurs. Dans ce numéro, il y a une double page où on les voit tous en vacances en Italie. Il y a Jackie qui parle avec sa fille Caroline. Avec sa sœur Lee. Et vous regardez dans le fond, il y a Beno Graziani qui est en train de jouer aux cartes ou en train de discuter avec. Il faisait partie de cette famille. Il allait en vacances avec eux. Alors vous imaginez les photos que ça donne. Et ça c'est aussi, je dirais, un peu la force de Match. Absolument. Tous ces photographes, Willy Rizzo, Caron, évidemment Beno, étaient amis avec toutes ces grands stars, que ce soit du cinéma, de la politique. Ils étaient amis avec eux. Ils partaient souvent en vacances ensemble. Ils passaient les week-ends ensemble. Et ça, c'était un cadeau extraordinaire pour ça a changé pour le coup. Et c'est ce qui est formidable dans ce numéro, justement, c'est de retrouver ces photos qui seraient aujourd'hui quasiment impossibles, parce que tellement préparées, tellement cadrées. Aujourd'hui, c'est différent. Par image, c'est le poids des mots, le choc des photos. Il y a des textes formidables. Je pense à celui de Catherine Pancol sur les femmes de la dynastie. Elle a également parlé, elle évoque le bonheur foudroyé de Caroline et John. Donc il y a les textes, et puis on revit effectivement ces années Kennedy avec ces femmes. Alors moi, il m'a manqué quelque chose, mais peut-être je me suis dit qu'il y avait peut-être pas forcément les documents, mais j'ai une passion pour elle. Donc moi, c'est Rosemary, c'est-à-dire la fille qui a été handicapée. Mais vous l'avez dans leur série. C'est moi qui elle est en photo, à côté, qui a été lobotomisée par la famille Kennedy. Mais vous l'avez dans leur série. Hein, on raconte son histoire. Ah d'accord. Il n'a pas bien lu. C'est tellement riche. On l'a lu. Il y a plein de pages. C'est une zone d'ombre terrible dans la famille Kennedy. Cette jeune femme qui a été
qui a été à 29 ans. Ah non, pardon, pas 29 ans. Elle avait 23 ans et elle a été lobotomisée, comme vous dites. Elle a été sacrifiée parce que ça faisait tâche dans la famille. C'était cette famille tous beaux, jeunes et tout. Et puis il y avait Rosemary qui était un peu à part, qui était un peu bizarre. Et elle a été mise à part et elle a été lobotomisée. Non, on en parle. Vous avez même une photo. D'ailleurs, vous avez une double page avec un peu qui fait partie des drames de cette famille entre comme tu disais, le premier fils, l'aîné qui est mort. Les filles de Ted aussi, c'est ça, c'est les filles de Ted Kennedy, les jumelles qui sont mortes dans un accident. C'était ces filles, non? Il y a deux jeunes filles aussi qui sont mortes. Il y a eu beaucoup. Il y a qu'une seule jeune fille, une des sœurs qui était pas une jumelle, mais qui est une sœur qui est morte. Donc ça, qui s'appelait Kathleen, qui est morte. Absolument. Dans un accident d'avion au-dessus de la France en 1948 et ensuite il y a eu les drames du jeune et il y a Marilyn. Alors elle ne fait pas proprement parler du clan Kennedy, mais là vous avez une photo extraordinaire on a une photo extraordinaire. Ça c'est vraiment un coup match à l'époque. Tout le monde connaît cette photo qu'on passe d'ailleurs avant où on voit Bob et de trois quarts d'eau avec Kennedy et Marilyn. Et puis on est tombé un jour sur cette photo. Alors on le dit pour être, ce sont deux photos en une. Mais en vérité, si vous les mettez côte à côte, c'est le même plan. C'est comme si vous faisiez un panoramique. Et là, on voit, c'est une nouvelle photo, donc où on voit Bob, John Kennedy et Marilyn qui est sur la droite de la photo. Et ça, c'est un document, un document extraordinaire. Vous savez, Valérie, que moi, j'ai eu la chance d'aller à Boston, où il y a le musée Kennedy avec des photos. Le fief, oui, j'étais dans la maison même des Kennedy sur la côte. Et dans ce musée, je me suis demandé s'il y avait des photos de Paris Match. Alors ça, je pourrais pas vous dire parce que c'est vrai que des photos de Paris Match circulent beaucoup dans le monde entier. Non, j'ai pas eu cette chance. Je sais pas si le musée vous a racheté des photos ou pas. Mais vous savez, les Kennedy, surtout John Kennedy, a inventé quelque chose, a inventé la photo en rentrer les photographes dans leur univers, dans leur vie privée. Et c'était souvent, comme d'ailleurs cette photo qui fait la couverture de ce hors-série, prise par Mark Shaw, qui était vraiment un photographe ami de la famille. Donc c'est vrai que des photographes de chez nous ont photographié les Kennedy, mais disons que les grandes photos ont été faites par des photographes américains et des photographes amis, et ils ont inventé ce style de photo. Et vous rappelez de John qui dans le sous le bureau, la Maison Blanche. Ça a été. Et d'ailleurs, dont sont inspirés beaucoup après d'hommes politiques, même Sarkozy. En France. On parle de Sarkozy, mais celui qui a vraiment collé à ça et qui a pris exemple, c'est Georges Pompidou. Mais non. Georges Pompidou, on sort de Gaulle, qui c'était quand même des séances de photos un peu raides, quoi, enfin un peu rigides, pardon, excusez-moi du terme. Et tout d'un coup, Georges Pompidou a compris, en voyant ce qui s'était passé aux États-Unis, a compris la force de l'image, la force surtout de sortir de ce rôle de banquier de chez Rothschild. Et il a fait rentrer. Il avait comme ami un photographe de marque qui s'appelle François Pagès, et il lui a permis de photographier Georges Pompidou et son épouse Claude dans la vie privée, dans les salons de l'Élysée, chez eux, à la campagne. On voit Georges Pompidou à l'empêcher la crevette en Bretagne. Voilà, tout ça, c'est parti des Kennedy. Des Kennedy. Les femmes du clan Kennedy, c'est un hors-série passionnant de Paris Match. C'était il y a 60 ans déjà la disparition de John Kennedy et ces femmes qui ont eu tellement d'importance. C'est un numéro qui nous replonge dans l'histoire avec des photos, évidemment, comme seul Paris Match c'est en publié. Merci à vous, Marc Brascourt, d'avoir été avec nous. C'est quoi la une d'aujourd'hui, jeudi? Vous savez la photo quand oui, non? Aujourd'hui, Dutronc. Dutronc. Il nous reçoit en exclusivité avec une grande. Les 80 ans de Dutronc avec son autobiographie qui paraît. Merci à vous, Marc Brascourt. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous écouterait pendant des heures. Mais vous reviendrez, il y aura d'autres hors-séries. Il y aura d'autres hors-séries. Je crois qu'il y en a un sur l'Innoventura bientôt.
sera Lino Ventura, où là encore, vous aurez des photos exceptionnelles. L'album privé de Lino Ventura. Ah, à la prochaine. Merci Marc Brincourt. À très vite. Merci. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler d'une innovation, une plateforme de streaming de livres et contenus audio. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec aujourd'hui Hélène Mérillon. Bonjour, vous êtes directrice générale de Next Story. Alors, c'est du média parce que c'est une plateforme de streaming de livres et contenus audio qui a été créée en France. C'est vous qui avez lancé cette application. Alors, racontez-nous, on peut appeler ça application, c'est quoi? C'est une plateforme? Oui, c'est une application de lecture en streaming, un peu comme Netflix ou Spotify, mais pour la lecture. Alors, racontez-nous comment vous avez eu cette idée et comment ça fonctionne. Alors moi, j'ai fondé la plateforme de streaming Next Story France. Donc il y a plus de 10 ans, on a rejoint un groupe européen qui s'appelle Next Story, qui est basé à Stockholm. Ouais. On est maintenant présent sur 10 marchés, donc on est un des leaders de la lecture en streaming en Europe. Et pourquoi est-ce que j'ai fondé ce pionnier en France, puisque c'était une des premières plateformes européennes à l'époque? Parce que j'étais fan de l'accès illimité à la culture de manière générale. Il existait déjà des modèles comme Spotify, Netflix, etc. Et avec l'arrivée des smartphones et des tablettes à l'époque, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour transformer un petit peu l'accès à la lecture. Donc c'est de la lecture audio, si pour nos auditeurs qui comprendraient pas très bien ce que c'est que le streaming, ça veut dire qu'on peut écouter des magazines, on peut écouter des articles, on peut écouter des livres. C'est en fait de la lecture. C'est de la lecture. Oui, c'est très simple. On télécharge l'application Next Story, on s'abonne et pour 10 € par mois, on a accès de façon illimitée à tous les contenus qui sont sur la plateforme et dans la limite d'un forfait horaire pour les contenus audio. Donc pour les audiobooks, vous avez à la fois des magazines, des e-books, des audiobooks, des podcasts et en fait, vous pouvez à la fois en profiter sur écran pour ceux qui ont envie de regarder des livres de cuisine, des bandes dessinées. Donc là, c'est plus visuel. On va avoir envie de le lire sur sa tablette ou son smartphone. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut aussi écouter les contenus. Et écouter les contenus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Donc moi, par exemple, je marche, je vais au bureau tous les matins et tous les soirs en marchant. J'écoute des bouquins. Je trouve du temps pour lire. C'est bien, effectivement. Et je pense aux personnes malvoyantes, non-voyantes. Alors, ça ne s'adresse pas qu'à eux, c'est le cas aussi des livres audio, je pense à Audiolib qui cartonne aussi, ça s'adresse à tout le monde, mais je pense en particulier aussi à ces personnes-là pour qui c'est un changement phénoménal. Ah bah oui, puis c'est un accès qui est beaucoup plus large, et pour les petites bourses aussi. Ce qui est important, c'est que pour un petit budget, je pense que 10 € par mois, c'est à peu près à la portée de pas mal de bourses. C'est le prix d'un livre. Et c'est quand même génial de pouvoir avoir le choix parmi ces 250 000 contenus. Et des choses récentes, des livres récents, vous avez? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, on a tous les livres récents, notamment en audiobook. Et puis, de plus en plus, les éditeurs avec lesquels on travaille, tous les éditeurs maintenant travaillent avec nous en France. Eh bien, on peut proposer des nouveautés également en e-book. Et c'est l'objet du partenariat qu'on vient de lancer récemment avec Editis, qui est un des plus grands maisons d'édition, groupes d'édition en France. Alors, ce sont des comédiens qui lisent les livres ou maintenant c'est l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne dans la coulisse? Est-ce qu'il y a des stars qui lisent les livres? Oui, alors les audiobooks sont lus par des comédiens, donc c'est la narration par des comédiens et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle qui permettent en fait d'industrialiser un petit peu ces productions, on va dire audio. Maintenant, les audiobooks, donc qui sont fournis par les éditeurs, en général sont lus par des comédiens. Et si ce n'était pas le cas, nous on pense qu'il faut par contre que ça soit clairement communiqué. Alors, est-ce qu'on peut choisir une voix d'homme ou une voix de femme? Et est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que les gens préfèrent une voix d'homme ou une voix de femme pour lire un livre? Alors ça, je ne saurais pas me prononcer là-dessus si on préfère une voix de femme ou d'homme. Mais oui, on peut, dans certains cas... Par rapport à ça? Non, pas encore. C'est un usage qui est encore un peu trop nouveau, donc c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je crois que le plus important, oui, c'est que dans certains cas, on a le choix. Il y a plusieurs. C'est un peu comme pour si on pense à Spotify ou Deezer, on peut faire des listes aussi de choix. On peut classer par préférence ce qu'on a envie d'entendre ou ce qu'on aime. Oui, on peut tout à fait faire des listes sur différentes thématiques. Et puis il y a des catégories
catégories, j'imagine. Et puis il y a aussi, des catégories sur l'application Nextory. Ce qui fait un peu la différence, c'est on a une curation, ce qu'on appelle la curation, c'est-à-dire la possibilité finalement de proposer des choses à nos lecteurs. Et on les propose à la fois grâce à des outils technologiques qui utilisent l'intelligence artificielle et des algorithmes qui permettent d'automatiser et de personnaliser l'expérience pour chaque lecteur, mais aussi des propositions qui sont faites par notre équipe, donc humaine, complètement humaine, de notre équipe éditoriale, qui propose aussi des nouvelles lectures. Parce que si on est uniquement contraint par ce qu'on a lu dans le passé, c'est un petit peu dommage. Mais là, par exemple, curiosité. sur la presse, vous avez par exemple le Paris Match de cette semaine. Oui, alors tout à fait. On a dans les magazines, je crois qu'on a plus de 200 magazines, hein, donc on a quasiment tous les magazines. Oui, c'est assez impressionnant. Et vous les avez vous avez au moment où ils sortent. Ça veut dire que vous êtes synchrone avec la sortie du Paris Match. Ou de galas, on va en citer plusieurs, ou duels. Oui, tout à fait. La plupart des éditeurs de magazines les mettent dès leur sortie. Et puis, nous, on respecte aussi le choix des éditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur stratégie. Il peut arriver que certains aient fait des choix différents. Et dans ce cas-là, c'est pas très grave de l'avoir un jour après. Donc, il y a le streaming, mais les livres, que je comprenne bien, il y a à la fois de l'audio, mais il y a aussi, vous le disiez en préambule, des livres accessibles en visuel. Ouais, tout à parce fait. que la partie BD, vous le disiez, elle est parce qu'il y a quatre grands secteurs. Hein. Il y a presse, livres, BD et audio. Oui, c'est ça. Et on a quelques podcasts aussi. Et des podcasts, qui sont plus centrés sur le documentaire ou la fiction, notre métier, qui est quand même autour de la lecture et vous venez d'où, la découverte. non mais quand je dis vous venez d'où, non mais c'est intéressant. Vous êtes plutôt, vous venez plutôt de l'édition, de la technologie. Comment on en arrive? Moi, ça m'intéresse de savoir comment on en arrive à imaginer une plateforme comme celle-là. Ouais. Alors c'est une bonne question. Je viens pas du tout de l'édition. Si je venais de l'édition, je pense que j'aurais sans doute pas créé cette plateforme. Il faut un petit peu de folie pour l'avoir fait, un peu de chaos en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était très innovant et surtout à l'époque, et on leur proposait un nouveau modèle de distribution qui était radicalement différent de ce qu'ils connaissaient, avec une forte composante digitale. Donc moi, je venais en fait de l'entrepreneuriat digital. Je suis tombée dans la marmite il y a bien longtemps, quasiment en même temps que le web s'est créé, je suis d'une autre génération. Je suis de la génération qui a connu le travail sans l'email. Bien sûr. Donc, voilà. Et donc sans le téléphone portable aussi. Oui, tout à fait. Et donc j'ai commencé par participer à des aventures entrepreneuriales, notamment la création d'une des premières banques en ligne en Europe. À l'époque, j'étais à Londres. Et puis ensuite, j'ai participé à Poeo, qui était le premier concurrent d'EDF quand le marché s'est ouvert. Donc, je suis abonnée aux services, aux modèles digitaux et qui sont un petit peu des modèles de rupture par rapport à l'existant, de proposer en fait des innovations de services au service du consommateur. Quel est l'intérêt pour les éditeurs d'offrir ce service, de passer par vous? Parce que 10 €, on l'a aussi avec Caféine et autres types de plateformes. Quel est l'intérêt pour eux? C'est de multiplier les sources de vues? Ouais, je crois que on a mis du temps à les convaincre, mais je crois qu'on occupe clairement une place maintenant dans le paysage des distributeurs pour les éditeurs, notamment le paysage de la distribution digitale. La première valeur qu'on apporte, c'est de toucher des nouveaux publics, des jeunes publics, qui peut-être vont un peu moins en librairie sur les réseaux classiques. Donc l'idée, c'est de proposer en fait une offre qui correspondent mieux à ces jeunes publics et qui replacent la lecture au centre de l'entertainment digital. Et on avait un peu perdu du terrain. Là, on est en train d'en regagner grâce au modèle de streaming. C'est des modèles qu'ils connaissent bien. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de leur apporter un outil qui permet de distribuer des livres en B2B. Grâce à un modèle de streaming, on peut inclure de la lecture dans les forfaits mobiles, avec un certain nombre d'autres services. Et là, on va venir finalement apporter un nouveau marché pour les éditeurs. Qu'est-ce qu'est le top 3 des téléchargements chez vous, chez Next? Vous savez pas. Je pose des questions difficiles. Ouais, c'est des questions difficiles. Parce que ça bouge tout le temps. Alors, on a énormément... Votre grand carton, votre grand succès. Ouais. Alors nous, les histoires d'amour. Ah d'accord. Évidemment. Il y a des livres érotiques.
Il y a des livres érotiques qu'on appelle la romance, un petit peu, ou la new romance, avec des petites composantes un peu, un peu érotiques. Et ça marche très très bien. Voilà, donc les livres d'amour. Et donc votre cœur de cible, c'est quoi votre clientèle? Alors, on a un lectorat plus féminin que masculin, mais ça c'est vrai pour les livres de manière générale. En général, et plutôt jeunes. Donc ce sont des jeunes actives ou de très jeunes mamans, avec donc les livres, les histoires d'amour, les polars qui ont beaucoup de succès, tous les livres d'enfants évidemment. Aussi. Parce que l'audio, on n'en parle pas assez, mais ça permet finalement d'écouter des livres ensemble et peut-être d'éloigner finalement les enfants des écrans. À partir du moment où on les écoute. En parlant de ça, je me rappelle plus de son nom, mais vous avez une appli formidable où on vous lit une petite histoire, le temps de se brosser les dents, et ça fait le temps de brossage des dents. Vous mettez à l'enfant la petite histoire, et il se brosse les dents durant toute la petite histoire. Ça c'est génial. Et il peut s'arrêter à la fin de l'histoire. C'est ça ce que permet ça, c'est formidable, la lecture audiobook, c'est ça que ça permet. Et ça permet aussi d'écouter des livres quand on fait du sport aussi, par exemple. Oui, mais quand on part en vacances. Mais il ne faut pas oublier les livres non plus. Je pense aux enfants en particulier, le toucher du livre ne sera jamais remplacé par l'audio. Mais c'est vrai jamais. Mais c'est vrai que je vois l'École des loisirs a sorti une petite boîte justement à histoire, parce que aujourd'hui ça rentre dans notre pratique. Je vous disais avant que vous quand vous êtes arrivé, j'étais très étonnée que l'audio reprenne cette place-là, parce qu'on a l'impression que tout va tellement vite. Quand on écoute, il faut se concentrer aussi. Donc c'est. Mais vous avez raison, ça ne remplacera pas les livres papier, parce qu'il y a toute une expérience aussi autour du livre papier, et puis je pense qu'on a plus à aller en librairie, découvrir des nouvelles choses, prendre des conseils. Donc, voilà. Mais c'est un peu comme les lettres, on n'écrit plus, on n'a plus ce plaisir-là de se poser et d'envoyer une lettre d'amour ou une lettre. Mon cher Gilles, vous êtes parti dans d'autres... C'est vrai, c'est un usage qu'on a plus. Donc c'est une plateforme Next Story qui est disponible, j'imagine, sur tous les stores possibles et imaginables. Et encore une fois, quand on part en vacances, quand on fait du sport, quand ne serait-ce les personnes qui ont du mal parfois à lire, et puis tout l'accès visuel qui existe sur votre plateforme. Merci Hélène Mérillon d'être venue ce matin. Next Story, donc à découvrir. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour l'actualité.